Imagine-toi, si mes clients apprenaient que leur pharmacien n'y voyait pas, donc j'avais un peu peur, et ce qui fait que j'ai caché très longtemps mon handicap. Mhm. On récoltait en moyenne entre 2 millions et 2,5 millions de francs, hein, et on était deux, trois, hein, c'est tout, hein. Et une de tes très très bonnes idées, et là j'ai applaudi, je ne sais pas si tu t'en rappelles, ça avait même été tellement persuasif que moi, lieu Crouton, j'ai défilé avec de beaux top modèles et des mannequins. C'est d'organiser un défilé de mode. Et tu as même fait venir des jeunes malvoyantes qui étaient, elles, jeunes et mignonnes. Salut à tous et bienvenue sur Dévélancez-vous. Je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue dans cette nouvelle série Transmission, une série de vidéos qui a pour objectif de rencontrer et de partager avec les jeunes déficients visuels malvoyants et non-voyants. Je pense que la transmission est un devoir pour tous les adultes déficients visuels malvoyants, non-voyants, hommes ou femmes. Nous devons penser à transmettre un maximum de choses positives aux jeunes handicapés visuels parce que ce sont ces jeunes qui continueront à véhiculer l'image positive du handicap visuel à travers leur projet de vie et leur activité. Si nous faisons de mauvaises transmissions, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Il faut aussi s'assurer d'avoir bien transmis et accompagner les jeunes vers leur projet de vie et leur émancipation. Mon invité du jour est tout simplement la personne qui m'a beaucoup appris dans le monde associatif. Il m'a fait comprendre l'écosystème du monde du handicap visuel. Il m'a également fait comprendre l'écosystème du monde de la recherche médicale contre les maladies de la vue. Grâce à lui, j'ai appris à lever des fonds pour des grands projets allant de 20, 30 jusqu'à 100 000 euros. Souvent, ce que je dis aux plus jeunes que moi déficients visuels, c'est qu'il est important de reconnaître les gens qui vous ont tendu la main. Parce que c'est grâce à ces personnes que vous pouvez évoluer dans vos projets de vie et surtout votre émancipation. Pour ce 4e épisode de la série Transmission, je suis ravi d'accueillir mon transmetteur Gérard Muller. Salut Gérard. Bonjour Yves, ça va? Ça va, merci et toi? Chaudement, chaudement. Est-ce que tu peux te présenter? Mon nom est Gérard Muller, j'ai 72 ans et puis je suis malvoyant, voire non-voyant depuis combien de temps maintenant? C'est tellement vieux que j'ai Que t'as oublié oublié? 35, très malvoyant, au moins 35 ans. D'accord. Oui, habituellement, quand je commence les interviews, je demande d'abord comment s'est passé le confinement. Voilà, j'ai pas voulu demander ça exprès parce que je voulais te poser une question particulière. Le coronavirus, déjà, et sachant que tu as quand même été dans le milieu médical et étant pharmacien avec une famille, tes enfants qui sont pharmaciens et médecins, selon toi, comment s'est passée cette épidémie? Est-ce que tu l'as vécu ou pour toi c'est une ancienne vie ou tu l'as vécu en tant que plutôt quelqu'un d'ordinaire ou quelqu'un qui était dans le milieu médical? Ah non, là je l'ai vécu comme la plupart des gens, comme quelqu'un d'ordinaire, parce que, comme tu l'as dit, le métier de pharmacien, c'était une autre vie. C'est vraiment un tête-à-tête, donc avec mon épouse, parce que nous sommes des jeunes mariés. Hmm. Et donc, c'était aussi un apprentissage, Ouais. une espèce de vie au Mhm. ralenti, ce qui D'accord. était quand même assez difficile pour moi. Mhm. Oui, tu n'as pas l'habitude, on sait bien. Non, et donc il y a tous mes déplacements, tous nos déplacements avec ma femme, donc tout avait été annulé, Mhm. ce qui était un peu frustrant parce que j'avais de beaux projets, dont un projet avec Vue d'ensemble en Corse. Et Mhm. tout ça, ça a été annulé, donc il y avait une petite frustration. Mais finalement, cette vie au ralenti s'est quand même relativement bien passée. Mais il Mhm. faut dire que par rapport à la plupart des gens, on avait un environnement agréable, on était confiné à Andlau, donc on avait de l'espace, on avait les vignes à côté, on pouvait sortir, on avait la forêt à côté, donc l'environnement était plutôt agréable, plus agréable peut-être que la vie à Strasbourg. C'est quoi ton handicap déjà? Comment ça a commencé? Mon handicap est une maladie heureusement rare, hein, qui s'appelle la rétinite pigmentaire. Elle concerne à peu près 40 000 personnes en France. Ce qui est quand même assez difficile à gérer, c'est une maladie évolutive. Oui. Donc dans l'évolution de la maladie, il y a eu plusieurs étapes parce qu'on s'habitue, on se fait un handicap. Mhm.
on arrive à s'y habituer, mais à peine qu'on avait franchi une étape, ben, il y avait une nouvelle étape à franchir. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Comment s'est passé déjà ta période scolaire on va plutôt partir au niveau du collège, du lycée et après l'université. Comment ça a été? Est-ce que ça a été facile à gérer avec le handicap? Une des périodes difficiles a été l'enfance, parce que je ne savais pas ce que j'avais. Mhm. La maladie n'avait pas été diagnostiquée. J'étais maladroit. Par exemple, au football, je voyais jamais la balle. Quand on constituait des équipes, je n'y étais jamais convié. J'étais toujours sur la touche. J'étais toujours le 12e, 13e et peut-être 15e homme. Donc, on ne Ouais. voulait pas de moi. Mhm. Et donc, j'ai eu droit aussi, et ça, c'était une période difficile, j'ai eu droit aux railleries, aux moqueries, parce que les enfants n'aiment pas la différence et j'étais différent des autres. Cette différence a été mal vécue par moi. J'étais autodestructeur, il y avait l'alcool, il y avait les mauvaises fréquentations, tout un tas de choses qui fait que j'aurais pu très mal terminer. Et c'est vrai Mhm. que j'ai eu une vie de bourgeois, hein, il faut quand même le dire, dire ce qui est. J'étais trotskiste, maoïste, existentialiste, c'était tout en iste, ce que je dis souvent. Mais c'était toujours pour être en contradiction avec les autres. Tu savais que tu allais perdre la vue, quand même, Oui. un moment. Mais pourquoi tu as choisi la pharmacie? Ça, c'est quand même, c'est particulier, ça. Oui, bah en fait, l'idée est venue de mon père, qui était, qui était à l'époque était prof de maths au lycée Agneau. Et donc, il avait été invité par le doyen de la faculté de pharmacie, qui cherchait à l'époque des étudiants et qui avait d'autres collègues comme mon père. Et il leur a dit, écoutez, dites aux jeunes de venir en pharma, il y a du travail, c'est un beau métier, etc. Et donc, mon père est venu et m'a dit la chose suivante, il faut qu'à tout prix que tu fasses pharmacien, c'est un métier où tu gagnes de l'argent et où tu fais bosser les autres. Alors ça me convenait tout à fait. Donc, j'avais pas de vocation de pharmacien, mais Mhm. j'étais ce qu'on appelle un opportuniste. Donc, D'accord. j'étais vraiment Ouais. voilà, c'est comme ça, tout bêtement. Mais il y a des Mhm. circonstances qui font que tu vas dans une direction. Et cette direction, finalement, Mhm. je n'ai jamais regretté. D'accord. Et ça m'a permis quand même, parce que j'ai eu la chance d'être mon propre patron et de pouvoir faire bosser les autres. Ce métier, j'ai pu le continuer jusqu'à 52, 53 ans. Voilà, et après, j'y ai pu trouver tellement d'intérêt parce que j'y voyais plus du tout. Mais j'ai eu une vie professionnelle agréable. Pendant que tu exerçais justement ce métier, avoir des salariés, comment ça se passait? Est-ce qu'ils remarquaient quelque chose? Tu leur en avais parlé? Ou tu cachais cet handicap-là? La seule compétence qu'on reconnaît souvent aux pharmaciens, c'est de pouvoir lire les ordonnances des médecins, comme, parce que chacun sait que l'écriture des médecins est absolument illisible. On était un peu des savants qui arrivaient à déchiffrer l'illisible. Imagine-toi si mes clients apprenaient que leur pharmacien n'y voyait pas. Donc j'avais un peu peur et ce qui fait que j'ai caché très longtemps mon handicap. Mais il y avait aussi une autre composante et qui est beaucoup plus sérieuse, c'est que, et je le retrouve tout le temps chez les jeunes, c'est qu'on a honte, d'ailleurs sur les petits reportages qui étaient superbes, ces témoignages de ces jeunes, on l'entend régulièrement, hein, ce Cette honte, sentiment de de honte. honte que je me suis longtemps caché. Je ne me suis pas dévoilé en tant que moi-voyant. Et c'est là, et ça a été certainement la période la plus difficile, ce qu'on appelle cette période de déni, parce que en face, les gens ne savaient pas ce qui se passait, ils Mhm. voyaient bien que j'étais différent des autres. Et là, ça se passait très très mal. Et il y avait de l'incompréhension. De passer des journées entières à mentir, c'est épuisant. Et le soir, quand je rentrais, ma famille, ma femme, mes enfants, mes amis essayaient de faire du mieux possible, mais en face d'eux, il y avait quelqu'un qui souvent était épuisé et qui n'était pas très agréable parce qu'il était souvent agressif. Ça, c'est intéressant que tu parles des enfants. Comment le rapport du handicap avec les enfants quand le père est handicapé? C'est pas évident. Parce que je le vis un petit Non, peu. non, Donc, parce enfin, je que le vis carrément parce que j'ai des enfants. Mais toi, comment cette période-là a été? cette période était difficile parce que t'en veux à la terre entière d'être handicapé. Pourquoi moi, t'en veux à la terre entière? Et cette relation, tu l'as avec les autres, mais aussi avec ta famille. Tout à fait. Parce que je faisais beaucoup de vélo avec mes fils. J'avais eu, à un moment donné, le vélo devenait très difficile, ou le ski devenait très difficile. Je pouvais plus faire avec mes enfants du ski, Mhm. du vélo. Et donc, ces relations, dans cette période de déni, de refus d'accepter
de reconnaître, voilà, je suis malvoyant, a été aussi très très difficile. Avec la relation a été compliquée. Mes enfants en ont souffert. J'étais souvent dans la colère. Les relations étaient tendues. Tendu. Ouais. C'était certainement la période la plus difficile. C'était tendu avec mon épouse, c'était tendu avec mon équipe. Il y a des jours où je m'enfermais chez moi, je sortais plus du tout de ma chambre, je m'enfermais dans ma chambre. Bon là, il n'y avait pas l'alcool, il n'y avait pas tout ça, heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait tout compliqué. Mais j'étais vraiment dans une phase de dépression importante. Dans cette période de déni et de refus, ben, je refusais toutes les aides techniques. Donc il ne fallait pas évidemment utiliser la canne qui est le symbole de ma cécité. Et je me suis privé de beaucoup de plaisir. De toute façon, pour rebondir, il faut que tu touches à un moment donné le fond et après s'il y a le déclic, ben, tout redevient possible. Maintenant, tu rentres dans une phase, dans une autre vie, tu laisses la pharmacie, tu deviens... Non, non, je ne tu laisses laisse pas, pas pardon, la... excuse-moi. C'est-à-dire, tu as arrêté jusqu'à 52 ans, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Et alors, tu rentres maintenant dans un... Justement, qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le milieu associatif? Parce que je ne sais pas si c'était quelque chose que tu connaissais déjà ou c'est vraiment arrivé aussi dans un concours de circonstances. En fait, j'étais pas du tout associatif, j'étais surtout très autocentré, je le suis peut-être encore, mais j'étais pas du tout associatif. Donc il y a eu ce fameux déclic, ben, je me suis aussi fait aider, ce qui était aussi important. Je crois qu'à un moment donné, il y a un tel nœud gordien, il y a un tel sac de nœuds qu'on ne s'en sort plus. Et à un moment donné, quand on est au fond du trou, il est important aussi que l'on se fasse aider par quelqu'un d'extérieur, ça peut pas être quelqu'un de la famille. J'en ai parlé à tous mes clients et donc le regard des gens à nouveau changé. C'était pas ce mec bourru, hautain ou tous les qualificatifs qu'on me donnait. Et donc tout a changé. Et puis, il y a eu la rencontre de quelqu'un d'extraordinaire qui est décédé, c'est Jean Kuhn, qui était à l'époque responsable de Retina France pour la région Alsace. Et je l'ai rencontré quand je refusais évidemment d'aller dans le monde associatif parce que de voir d'autres aveugles me renvoyait à mon futur. Donc je refusais ces contacts parce que j'avais aussi des stéréotypes par rapport à la cécité, des images. Ouais. Pour moi, l'aveugle, c'était ce personnage un peu introverti qui était à la sortie des églises, la Qui fait la tête manche. repliée, à regarder par terre, le dos voûté, les épaules rentrées, en train de quémander à votre bon cœur. Voilà, et donc j'avais cette image que je voulais pas. J'ai rencontré quelqu'un de très sportif, donc je me suis rapproché de lui. Et du coup, là, j'ai vraiment eu la fibre associative. Et ensuite, la deuxième rencontre qui m'a vraiment mis dans le monde associatif, c'est la rencontre avec le professeur José Sahel. C'est les années 90, ça, hein. Ouais, 90, et qui était à l'époque, il y avait un jeune agrégé, je crois que c'était même le plus jeune de France, et qui avait un projet, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun avenir, je veux dire, au niveau thérapie, il n'y avait rien. Et donc, je me suis enthousiasmé par rapport à José Sahel. Et donc, avec Jean Kuhn, on avait créé une association qui, à l'époque, s'appelait ADRE. Donc là, on a eu la fièvre au niveau des événements. On en a créé des dizaines et des dizaines pour récolter des fonds. Pour moi, ça a été extrêmement bénéfique parce que parce que ça, c'est aussi très important. Parce que je dis souvent, avec notre situation de handicapé, on se sent un boulet. Et puis, voilà, je me suis senti utile parce que à un moment donné, on finançait quand même 7-8 chercheurs, c'était quand même pas rien. Et donc, il fallait se bouger, il fallait faire des conférences, il fallait aller dans les clubs services, il fallait monter des opérations. Il y a eu l'éclipse, il y a eu le marché de Noël, il y a eu plein de choses pour récolter des fonds. Et là, je me suis fait énormément plaisir. Et ça, je le faisais aussi avec mon sport de prédilection qui est le vélo. Donc avec Jean, on a organisé des Euro-Tandem Tours, des traversées de l'Europe. Et tout ça, ça a été pour moi une des périodes les plus productives. On récoltait en moyenne entre 2 millions et 2 millions et demi de francs, et on était 2-3. Les Lions Club nous ont beaucoup aidés. Les Lions Club, à eux seuls, sur 5-6 ans, m'ont permis de récolter 2 millions et demi de francs. Mais ça voulait dire être présent le soir dans les clubs. J'ai dû en faire 150. Des clubs services aux congrès nationaux, aux congrès de district, aux réunions de zones, aux réunions de régions. Donc tous ces arcanes du lyonisme, je les connais, mais ça ne m'a pas aussi empêché d'aller voir des Rotariens ou des Kivaniens. Quelle a été ta rencontre avec des jeunes? Parce que je le dis toujours, je le dis très souvent, que tu es quand même quelqu'un qui a beaucoup appris aux jeunes, à moi comme à d'autres. Et pourquoi tu as toujours eu d'où est venue cette faculté de transmission? Je m'en rends pas compte, en fait, je n'ai jamais eu cette fibre, je n'avais pas la patience. Et là, on se complétait bien avec Jean parce que lui, il était beaucoup plus patient que moi
Et quand il y avait des aveugles ou des malvoyants ou des gens qui avaient eu un accident ou qui ont perdu la vue un peu brutalement, j'avais de l'empathie pour eux, j'écoutais, etc. Mais j'étais pas tellement dans ce trip. Je préférais déléguer. Ce qui m'amusait beaucoup, c'était de créer un événement. On en a fait quelques-uns ensemble, hein, des événements. Je veux dire, ça s'est fait tout seul. Et D'accord. puis les jeunes, et je suis sans voix quand j'ai écouté les témoignages de vos trois jeunes. Je connaissais Naël avant, mais quand j'ai écouté ces Arda. jeunes, Arda évidemment, eh ben je suis très impressionné parce que le message d'Arda est beaucoup plus parlant que ce que je peux dire, parce qu'il est dans le concret, parce que chaque situation est différente. Ce qui est important et ce que Arda dit aussi de façon très très forte, c'est que si on le veut, beaucoup de choses sont possibles. Ce que vous faites, vous, à vue d'ensemble, et ce que j'ai jamais fait, et là, vous êtes beaucoup plus Vue du dans cœur la aussi. vue du cœur aussi, Hein. vous êtes beaucoup plus dans la transmission que moi, parce que vous montrez à travers vos activités que l'on peut avoir une belle vie sociale normale. Vous n'êtes pas dans l'exclusion, vous faites ça entre voyants, malvoyants, non-voyants. Mhm. Au niveau de la transmission, ce qui est peut-être aussi très important, peut-être plus important, où je pourrais peut-être apporter ma petite pierre, comme vous d'ailleurs aussi, c'est d'envoyer aussi des messages Mhm. aux autres, je veux dire aux autres, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas dans notre catégorie, hein, donc on va dire aux voyants, Mhm. de donner une autre image parce que le handicap a toujours fait peur. Plus on a des activités comme vous le faites et plus on a des messages, que ce soit les miens ou les vôtres, en disant ben voilà ce qu'on est, voilà nos différences, voilà ben, on peut avoir une vie tout à fait normale. Est-ce que tu penses que entre la société évolue par rapport au niveau du handicap, hein, visuel précisément, parce qu'on ne va pas parler des autres handicaps, entre l'époque il y a 20 ans et aujourd'hui, tu sens qu'il y a un changement au niveau de l'accessibilité, au niveau des gens sont facilement plus proches des personnes handicapées visuelles, il y a vraiment un échange qui se fait, hormis ce que Vue d'ensemble ou Vue du cœur propose, mais est-ce que tu vois une différence par rapport à une certaine époque? Ah oui, avant, l'activité professionnelle était quand même très très limitée. Mhm. Hein, dans le monde des aveugles, mais grâce à l'informatique surtout. Les nouvelles technologies Ouais. ouvrent d'énormes possibilités Mhm. en termes de travail. Il y a aussi les aides techniques comme la canne électronique, le GPS, apportent aussi beaucoup d'aides techniques Mhm. pour les déplacements. Il y a une prise de conscience de la société, c'est sûr qu'on peut mieux faire. Il y a l'audiodescription au cinéma, Mhm. il y a tous ces Les livres livres lus, audio, oui. les livres audio, hein, Mhm. donc ça reste quand même limité, mais il y a une meilleure insertion professionnelle Mhm. grâce à cette aide technique. Il y a aussi quelque chose d'hyper important parce que une des conséquences les plus négatives de la cécité, c'est comment occuper son temps quand tu vois pas. Et donc avec les livres lus et tout ça, on a maintenant sur son iPhone, moi j'ai sur mon iPhone une dizaine de livres, j'ai les journaux que je veux, j'ai les DNA, j'ai le Monde, j'ai le Point. Donc on a accès à l'information. Et c'est vrai que de ce côté, Une il y a vraie un évolution, mieux. quoi. Et puis il y a aussi le travail que vous faites, vous, au niveau associatif. Il y a une prise de conscience de la Oui. société Mhm. qui n'est pas suffisante. Et moi, par exemple, mon dernier combat aussi, c'est de rendre attentif au fait que en France, pour une population approximative de 900 000 malvoyants, tu n'as que 200, même pas 200 instructeurs de locomotion, des années d'attente. Mhm. Et ce qui veut dire que quelqu'un qui n'apprend pas la technique, et ça devrait être gratuit, alors que ce n'est pas gratuit pour tout le monde, eh ben, il ne pourra pas sortir. Et donc, il y a du mieux à faire, mais il y a une prise de conscience, tout le monde en a conscience, mais on peut encore mieux faire. Ce que tu dis, c'est important par rapport justement à la locomotion, parce que tu as des personnes qui perdent la vue en cours de vie et il faut qu'ils réapprennent à tout faire. Et là, s'ils doivent encore attendre à la maison, attendre le moment où ils peuvent être formés, c'est vrai que après ça fait quand même très très long. Et là, c'est un vrai problème, alors que quand on a un accident de la route et qu'on se retrouve paraplégique, on est instantanément pris en charge, on a son fauteuil, tout de suite, tout est Mhm. organisé, et dans le monde de la malvoyance, non. Il y a D'ailleurs, un c'est que vrai... le jeune Arda disait qu'il manque, il n'y a pas beaucoup de justice pour les handicaps visuels. Ah, il Je n'a vais- pas tort. Il va être plus revendicateur, mais c'est vrai que les malvoyants ne sont fatalistes et ne sont pas revendicateurs. Oui, pas tous, pas tous. Oui, il y a encore.
il y a encore du boulot, il y a du boulot. Mais non, mais il y a un mieux pour répondre tout à fait à ta question. On a quand même eu beaucoup de chance de t'avoir rencontré aussi, hein, ça il faut le dire. Et surtout la grosse, là où vraiment tu nous as quand même appris à donner un peu les rouages du milieu associatif, comment récolter les fonds, ça c'était quand même quelque chose que le monde ne savait pas faire. Ce que vous faites, c'est bien, il faut continuer avec les jeunes. Vous êtes plus moi je suis un vieux crouton, mais vous êtes plus dans la transmission, c'est bien, vous êtes dans la transmission. Vous donnez des idées et puis il faut en avoir. Hein. Moi, une de tes très très bonnes idées, et là j'ai applaudi, je ne sais pas si tu t'en rappelles, tu avais même été tellement persuasif que moi, le vieux crouton, j'ai défilé avec de beaux top modèles et des mannequins. C'est d'organiser un défilé de mode. Et tu as même fait venir des jeunes malvoyantes qui étaient, elles, jeunes et mignonnes. C'est vrai que toutes ces opérations donnent une autre image. Ça, tu ne pouvais même pas l'imaginer il y a quelques années. Donc ça, c'est efficace et c'est aussi la transmission. J'ai ramené deux de tes bouquins. Enfin, le premier, c'était L'aveugle insensé. J'avais une question à te poser par rapport à celui-là d'abord. Pourquoi on a appelé ce livre L'aveugle insensé? Est-ce que tu étais insensé à l'époque? Je ne revendique pas le titre, hein, c'est le titre, c'est l'idée de Chantal Thierry. Elle avait hésité pour ce titre et donc elle m'a demandé est-ce que il te dérange ce titre? Alors là, pas du tout. Par exemple, Saint-Jacques de Compostelle, tout le monde m'a dit tu vas tuer, tu vas pas le faire tout seul. Est-ce que tu te souviens du premier jour où on s'est rencontrés, Gérard? Je crois que c'était au téléphone, j'avais entendu parler de toi. Tu étais venu avec Caroline chez moi au bureau? Non, c'était pas ça. C'était quand ce livre sortait justement. Et d'ailleurs, j'ai la dédicace qui est encore là. Hein. Ah bon, ouais. Ton écriture, bon, je sais pas comment. Pas lisible. Je sais pas comment tu as appris à écrire. Non, mais ça j'écris. C'était le 9/11/2012. J'ai encore la date là. C'était ta dédicace, hein. 2012, Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'était au Vox, ouais. C'était le 9/11/2012, justement, quand ce livre sortait. Et on avait passé le film sur la Corse. On avait passé le film sur la Corse, ton film sur la Corse. Ouais. Effectivement. Donc voilà, c'était juste un petit souvenir. Et alors là, maintenant, on a ton dernier livre, Je vois mon bonheur. Qu'est-ce que tu as voulu raconter dans Je vois mon bonheur? Je raconte avec l'aide d'Alexandre. D'Alexandre Fillon, oui. J'ai essayé d'être le plus proche de la réalité. C'est édité chez Lattès, donc on peut encore le trouver à la FNAC. On peut le trouver partout, dans les librairies partout, à la sur librairie Internet. à la FNAC, chez tous les libraires d'ailleurs. Hein, et s'ils ne l'ont pas en stock, ils le commandent et vous l'avez. Voilà. Là, c'est un livre que j'ai dégusté où j'ai beaucoup appris encore, en te connaissant déjà, et j'ai encore appris autre chose. C'est poignant, et je conseille justement à tout le monde d'essayer de le lire. Il n'est pas encore sorti en audio. Si, il est déjà sorti chez Eol. Chez Eol, d'accord. Ouais. Mais je conseille vraiment à aller chez les éditeurs, chez les libraires, excusez-moi, pour ce livre, Gérard Muller, Je vois mon bonheur. Les grands défis de l'aventurier aveugle de chez Lattès, édité chez Lattès, et là où Gérard raconte un peu son parcours. Quand on parle des aventures, est-ce que tu peux nous citer quelques aventures et tes grands défis? Bon, j'en ai fait un peu dans le monde entier, mais celle que j'ai préférée peut-être parce que c'était une aventure personnelle et j'étais seul. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à préparer le projet, mais j'étais face à moi-même, c'est le défi de Saint-Jacques. Saint-Jacques de Compostelle, voilà. Tout ça. Ce que j'ai adoré aussi sur le plan humain, parce que j'ai vécu beaucoup de temps avec eux, c'est mes 4 séjours relativement longs, dont le plus long était de 2 mois, dans les favelas du Brésil, avec la fondation do Caminho et l'école Écaille, Paris-Pékin, Pékin-Londres. Ouais. C'était quand même des grosses aventures. Chaque aventure était un peu différente. En Équateur, c'était sympa aussi, avec des malvoyants équatoriens. Des défis Baïkal, les traversées, les Eurotandem Tour au début, les traversées de l'Europe. L'aventure africaine est très forte. Là, je suis en train de travailler sur un projet. Malheureusement, je n'ai pas pu le mener à bout à cause du Covid. C'est le Sénégal. Chaque aventure est différente, mais chaque aventure permet de rencontrer des personnes. Voilà. Toutes tes aventures sont dans ce livre. Tu les racontes. Je les raconte, oui, à peu près. Donc c'est un livre à découvrir où on apprend beaucoup de choses. Et pour terminer, Gérard, j'aimerais que tu nous donnes un dernier conseil. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes, aux moins jeunes, ou aux anciens jeunes comme toi? Moi, non, je suis pas donneur de leçons. Hein. Oui, mais ceux qui ne se sentent pas capables de... Tu es quand même allé très loin. On n'a pas tout dit dans cette vidéo, mais tu as fait énormément de choses. On le sait bien. Mais qu'est-ce que tu peux donner comme... Je vais répéter une phrase que
Arda, hein. Arda, oui. Il t'a marqué, Arda. Hein. Ah ouais, ouais. Arda, j'aimerais bien le rencontrer parce qu'il est Ah ben, assez... je vais organiser ça. Ouais, il est vraiment super. Je connaissais déjà Naël. Oui. Il y a aussi Qui est Anatoly qui est très très bon. Anatoly que je connais pas, mais que j'aimerais aussi rencontrer. Hein. Ouais. Et ben, je vais répéter la phrase que j'ai souvent employée aussi, que j'ai souvent dit. Va au bout de tes rêves, vis tes rêves. Et c'est ce que je vous avais aussi répété quand on était au Baïkal. Ouais. Va au bout de tes rêves, hein, comme Nicolas, qui dans son lit d'hôpital rêvait du Grand Blanc, du Groenland et tout ça. Ben, il a pu y aller, il a pu faire ce défi. Voilà. Si tu as un rêve, ben, va au bout de tes rêves. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est un formidable moteur. Et le jour où tu n'as plus de rêve, mais c'est plus la peine, quoi. Je veux dire, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Il faut avoir des rêves et Ouais. surtout aller au bout de ses rêves. C'est vrai. Et s'en donner les moyens, quoi. C'est vrai. Surtout, sinon, je suis pas donneur de leçons. Hein. En tout cas, merci Gérard d'avoir répondu à ma Je t'en petite prie, caméra. c'est moi qui te remercie. C'est toujours intéressant de te parler, d'échanger je avec pense, toi. ouais. Et- C'est vrai que je me répète un peu. Oui, mais on a toujours du plaisir à t'écouter. Donc, parce que à chaque fois qu'on se parle, il y a toujours quelque chose que j'apprends et c'est ça qui est formidable. Je ne m'ennuie pas. Là, si je m'ennuie, là, il y aura un problème, Gérard. Merci à Gérard et merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo parce que c'est grâce à ce type de vidéo qu'on peut essayer de faire changer les choses, de faire comprendre au monde entier, au grand public que le handicap visuel est certes particulier, mais c'est des personnes comme tout le monde. Il faut juste les comprendre, enfin pas les comprendre, mais savoir qu'on est aussi là et on peut ensemble changer la société. Merci de nous avoir écoutés, merci Gérard. Je vais juste rajouter, en Oui. fait, tu as dit ce qu'il fallait dire et que j'ai pas trouvé les mots. Mais c'est pour tes le mots que dire. je prends en fait. Non, Depuis toutes ces années. C'est qu'on est comme tout le monde et comme tout le monde, on a nos différences parce que sinon, ce serait monotone. Et nous, on a une petite différence, voilà. Mais en fait, on est des gens comme tout le monde. Et ça, voilà, là, on est dans la transmission aussi de dire, ben voilà, on est comme tout le monde. Exactement. Et il ne faut pas avoir peur de nous fréquenter parce qu'on est tout à fait fréquentable. Bon, toi, Et on n'est toi, je pas, sais pas. Toi, et je on sais pas. est, et on n'est pas contagieux. Hein, Ok, merci Gérard.